le journal. « 19h sur ce plateau de Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Après une journée de grève observée le lundi 5 juin dans la ville de Kinshasa, les chauffeurs des taxis et taxibus ont enfin décidé de lever leur grève et de reprendre leur travail. L'annonce a été faite ce matin par Jean Mutombo, vice-président de l'Association des chauffeurs du Congo, ASECO, une décision prise à l'issue de la rencontre avec le vice-premier ministre de l'Intérieur. Le sous-secrétaire des Nations Unies chargé des opérations de maintien de paix, Jean-Pierre Lacroix, s'est félicité de la collaboration entre l'administration militaire et la MONUSCO dans la conduite des opérations de stabilisation ainsi que la restauration de la paix dans une approche globale. C'est ce qu'il a dit à la presse à l'issue d'une entrevue qu'il a eue avec le gouverneur militaire de l'Ituri. Enfin, la situation est revenue à la normale au Sénégal après les violences qui ont suivi la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Le bilan fait état de 16 morts et de plus de 300 blessés. Le calme est précaire et la population craint de nouveaux débordements. C'était tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Après une journée de grève observée la journée du lundi 5 juin dans la ville de Kinshasa, les chauffeurs des taxis et taxibus ont enfin décidé de lever leur grève et de reprendre leur travail. L'annonce a été faite ce matin par Jean Mutombo, vice-président de l'Association des chauffeurs du Congo, ASECO en sigle, qui a affirmé que cette décision est issue de la rencontre entre le vice-premier ministre de l'Intérieur, la police, le ministère provincial des Transports, ainsi que la synergie des associations des chauffeurs dans la soirée. Regardez. La situation des transports en commun s'est normalisée ce mardi matin à Kinshasa. Les chauffeurs de taxi et taxibus ont mis en circulation leurs véhicules, mettant ainsi fin à la grève des 3 jours débutée lundi et qui devrait se terminer le mercredi 7 juin. Interrogés à ces sujets, ces derniers déplorent la maltraitance dont ils sont victimes. J'ai payé pour avoir mes documents appropriés, mais j'en ai reçu un autre. Les autorités du secteur doivent d'abord mettre de l'ordre à leur niveau. Les tracasseries sont causées par plusieurs unités de la police qui s'improvisent également dans ces secteurs sans être régulées par la police de circulation routière telle que la police des polices ou encore du groupe dit Oudjana, explique cet usager qui s'est réjoui de la reprise des activités. C'était vraiment très difficile. Je suis content de la reprise des activités. L'État congolais doit réguler le secteur en mettant des personnes qualifiées. C'était au moins facile parce qu'il y a eu transport normalement. Pour rappel, la journée du lundi 5 juin a été paralysée à Kinshasa suite à cette grève visant à dénoncer les tracasseries multiples et autres arrestations arbitraires dont sont victimes les chauffeurs des taxibus et taxis. Les grandes lignes du partenariat stratégique global signé dans le cadre de la visite d'État du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en Chine, entre les différents ministres sectoriels de 2 pays, a été lundi au menu du briefing hebdomadaire du gouvernement sous la modération du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, devant les chevaliers de la plume Nicolas Kazadi et Christophe Lutundula, respectivement ministre des Finances et ministre des Affaires étrangères, ont démontré les biens fondés de cette visite d'État. Viningali Junior nous en dit plus.
Après la visite d'État en Chine du président de la République Félix Tshisekedi, qui s'est fait accompagner d'une forte délégation gouvernementale, l'heure est à présent au devoir de rédévabilité devant la presse sous la modération du ministre de Communication et Médias Patrick Muyaya Katembwe afin d'éclairer la lanterne de l'opinion publique sur des questions de partenariat entre la RDC et la Chine. Prenant la parole, le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Apala Penapala a souligné le bien fondé du voyage de la délégation ministérielle qui a précédé celui du président de la République en Chine, qui n'était pas celui des négociations, avant de rappeler quelques principes de base. Nous ne sommes pas partis en Chine pour des négociations portant sur des contrats. D'où qu'ils viennent, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, je ne sais pas encore, de la Lune. Que les investissements se fassent dans l'exploration, pour ne pas dire l'identification de nos potentialités, l'exploitation, la production et pourquoi pas dans la commercialisation. Donc, investir dans toute chaîne de valeur pour que nos produits aient exactement, je m'excuse la tautologie, de la valeur ajoutée qui nous rapporte ce qu'il nous faut pour le développement. Pour sa part, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a rappelé l'objectif de la mission en Chine qui n'était pas celui de signer des contrats, mais celui de relancer la coopération bilatérale entre Kinshasa et Pékin. Un mot-clé qui est revenu souvent dans les discussions qu'on a eues, c'est celui de coopération pragmatique. C'est un mot qui a été repris plusieurs fois par la partie chinoise et qui traduit notre souhait. C'est que dans la manière de délivrer, de mettre en œuvre cette coopération, nous devons faire un effort pour être pragmatiques, pour bien répondre aux problèmes, pour bien toucher les objectifs que nous poursuivons. Et c'est dans cet esprit d'ailleurs que nous sommes en train de revoir la convention avec SICOMIN, toujours dans un esprit de pragmatisme pour arriver à des résultats et pour répondre aux besoins des parties, mais dans un esprit gagnant-gagnant, comme cela a été si bien dit. Selon plusieurs sources, cette visite d'État en Chine a été également l'occasion pour le gouvernement congolais de s'enquérir du contrat entre la Chine et la RDC signé en 2008 où des sociétés chinoises sont engagées à financer pour 3,2 milliards de dollars américains des infrastructures dans toute la République démocratique du Congo, un contrat qui a connu une surfacturation selon l'inspection générale des finances mais qui aujourd'hui laisse à désirer. Et comme annoncé au sommaire, le secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, est arrivé en Ituri au cours d'une conférence de presse tenue le lundi 5 juin au gouvernorat de province. Il a affirmé que la MONUSCO est sur une trajectoire de départ graduel. Les détails dans cet élément. Aux côtés du gouverneur de l'Ituri, Jean-Pierre Lacroix s'est félicité du travail abattu par la MONUSCO avec l'armée congolaise en Ituri, l'une de deux provinces sous état de siège. Certes, les défis sont encore énormes, mais il faut continuer à travailler pour qu'enfin la population de l'Ituri puisse se consacrer au développement. Et ce qui est clair, c'est qu'avec la détermination et l'engagement du gouverneur et de ses équipes, il y a la volonté de faire plus. Et il y a du côté de la MONUSCO la même détermination à faire plus. Et je crois que nous allons activer la programmation des activités futures dans le cadre notamment de l'équipe provinciale intégrée de transition qui travaille déjà, je crois, à l'élaboration des étapes futures de notre travail en commun. Évidemment, la MONUSCO est sur une trajectoire de départ graduel, mais il est clair, et c'est une compréhension que nous avons en commun, que ce départ graduel en Ituri doit se faire de manière à ce que les bénéfices déjà actés soient consolidés et que l'on puisse opérer ce départ progressif en parallèle avec le renforcement progressif des capacités de l'État, de la présence de l'État, la présence civile, militaire et de police. Donc c'est vraiment ce travail que nous sommes en train de faire en commun et il y a un esprit d'équipe. Vraiment, nous travaillons main dans la main
Je pense que c'est un modèle en fait de coopération. Certes, il y a beaucoup de défis. Le gouverneur nous a fait une présentation très complète de la situation. Bien sûr, il y a encore de l'activité de groupes armés, il y a malheureusement encore l'exploitation illégale trop fréquente des ressources naturelles de cette belle province qui en a beaucoup. Nous travaillons ensemble à surmonter ces défis et à faire en sorte que davantage de civils et à la fin des fins que toute la population d'Ituri puisse se consacrer au développement avec le soutien de leurs autorités. Pour sa part, le gouverneur de l'Ituri, Johnny Luboya Kachama, a également reconnu les défis sécuritaires de sa province. Il en a profité pour exhorter les groupes armés réfractaires au dialogue. Comme il n'y a pas de lien de subordination entre certains groupes et certains leaders, il y aura toujours des petits malins qui vont conseiller ou qui vont essayer de continuer, n'est-ce pas, à créer le désordre, à continuer dans la violence. Ceux-là seront neutralisés. Donc non, on ne veut pas faire peur à tout le monde. Les bons citoyens, on va les encadrer. Ceux qui sont allés à Aru. Mais vous vous rendez compte, ceux qui sont allés à Aru, ils ont parlé, on ne les a pas arrêtés. Parce qu'on a dit, ils sont sur la bonne voie. Et ceux-là qui ne vont pas entendre le message, en tout cas, ceux-là seront poursuivis. Pas de dialogue, vous ne voulez pas le dialogue, vous continuez dans la violence, vous serez poursuivis ou vous serez neutralisés. Et vous ne pouvez pas avoir un endroit au monde ici où vous cachez. Impossible. Les 4 groupes armés qui écument la province de l'Ituri, notamment Codeco, FPIC, MAPI et FRPI, ont signé l'acte d'engagement dans les territoires d'Aru pour cesser le feu le 2 juin 2023. Affaire Salomon Idi Kalonda, cadre d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, les services spécialisés des forces armées de la République ont, dans une communication rendue publique le lundi 5 juin, retenu 3 griefs contre lui, à savoir l'indication des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, la détention illégale d'armes et des munitions de guerre et atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Les détails dans ce commentaire de Ranta Luyela. Le service de renseignement militaire ont communiqué ce lundi 5 juin sur le cas de Salomon Idi Kalonda, arrêté le 30 mai dernier et détenu dans le locaux de la DEMIAP. Le conseiller spécial de Moïse Katumbi est d'abord accusé de détenir une arme à feu. Monsieur Salomon Idi Kalonda était pris en charge depuis longtemps par le service du renseignement. Le 30 mai 2023, à 11h32, alors qu'il voulait se rendre à la Chine, dans la province du Katanga, par vol non régulier, il a été arrêté par les services. Le 20 mai, lors de ma manifestation de l'opposition, M. Salomon Idi Kalonda était porteur d'une arme à feu. Cet effet militaire était tombé en pleine échauffourée avec les éléments de la police qui l'ont rapidement ramassé et saisi. Il s'agit d'un pistolet 9 mm, numéro CDP1 33 30 46 46. Monsieur Salomon Idi Kalonda s'est permis de se faire sécuriser sans autorisation par les éléments de force armée de la République du Congo qui sont armés, dont un major est cité parmi les personnes qui les sécurisaient. Ces derniers étaient dans les démarches d'acquérir des armes de guerre au profit de M. Salomon Idi Kalonda. Selon les informations recueillies de ce téléphone, il démontre que M. Salomon Idi Kalonda était en contact permanent et fructueux avec les officiels du mouvement terroriste M23 RDF, mais également avec les officiels rwandais. D'après ces informations, l'un des objectifs était de renverser le régime en place en République démocratique du Congo par tous les moyens et y installer un ressortissant katangais. Toujours selon les informations recueillies de ce téléphone, M. Salomon Idi Kalonda a aussi établi des contacts directs
avec le major Ngezi Frère, assistant de M. Sultan Makenga, qui est le chef de la branche armée du mouvement terroriste M23 RDF. Pour rappel, Salomon Kalonda Ididela a été arrêté le 30 mai dernier au tarmac de l'aéroport d'Njili alors qu'il s'apprêtait à regagner Lubumbashi avec Moïse Katumbi et toute l'équipe du parti Ensemble pour la République après un séjour d'un mois à Kinshasa où des manifestations de l'opposition ont été organisées. Plusieurs voix au sein de l'opposition dénoncent cette arrestation qualifiée de politique à l'approche des élections prévues le 20 décembre 2023. Et changeons de chapitre à présent, une nouvelle ligne de Trans-Academia qui partira de Mikondo, Ista, Ina jusqu'à l'Ifasik a embarqué ses premiers voyageurs le lundi 5 juin à 5 h du matin. Bien avant ce lancement, le directeur général de cette entreprise avait fait une descente sur le terrain pour sensibiliser les étudiants sur les conditions d'abonnement et les comportements à adopter. Suivez. Avec pour mission de faciliter la mobilité des étudiants sur l'étendue du territoire national, Trans-Academia, le cadeau du président Félix Tshisekedi à la jeunesse congolaise, ne cesse de rendre opérationnelles ces lignes dans la capitale Kinshasa. Après la mise en circulation de ces bus en février dernier, une autre phase qui concerne 14 universités et instituts supérieurs est à l'étape de la première ligne, c'est-à-dire Mikondo, Ista, Ina, Ifasik, prévue le lundi 5 juin dernier de 5 h du matin à 21 h du soir. En marge de cette phase, le directeur général adjoint de Trans-Academia, José Makengo, accompagné des agents et du directeur des opérations, a sensibilisé les étudiants sur les comportements à adopter et les conditions d'abonnement. À l'arrivée de la caravane à l'Ista, les étudiants ont dit toute leur reconnaissance au chef de l'État Félix Tshisekedi et lui a assuré de leur soutien conditionnel pour un deuxième mandat. Trans-Academia reste une première expérience inédite dans le secteur des transports en République démocratique du Congo. Et puis, Boslin Swal, vice-président de l'association Etung Labus Amboun, a organisé le dimanche dernier une réunion avec les membres de l'ASBEL au siège de ce regroupement situé au quartier Kindele dans la commune de Mongafula. C'était à l'occasion du lancement des soins médicaux gratuits offerts à chaque membre, une occasion propice de sensibiliser les Ambouns à être unis et actifs afin de développer leur communauté. Kindela et Deo Chilombo pour le reportage. L'association Etung Labis Amboun, lancée officiellement depuis le 24 décembre dernier, initiative du président national dit Claude Ndiang Embo, qui a pour but de sensibiliser tous les Mbouns nationaux et internationaux à développer la solidarité et à rester unis, sociaux, afin de promouvoir cette communauté ainsi que leurs ressortissants. C'est dans ce cadre que le vice-président national de l'ASBEL, Etung Labis Amboun, Boslin Swal, cadre de l'UNC, a sensibilisé les membres de cet ASBEL à rester soudés, actifs et fidèles avant de souligner qu'elle est apolitique. Voulant faire une pierre deux coups, le vice-président a procédé le même dimanche 4 juin au lancement de soins de santé gratuits dans plusieurs centres hospitaliers de la place, tel que promis le jour du lancement de l'association. C'était une annonce formidable, le lancement officiel des activités des soins de santé gratuits pour nos membres. Je demande à nos membres de continuer à soutenir cette association, mais surtout je lance à tous les mondes du monde entier, particulièrement ceux de la RDC, de rejoindre rapidement le bateau parce que nous sommes déjà en pleine navigation. Venez rejoindre notre association pour pouvoir élever notre communauté Mboun. Dr Taye Yekoy, présent à cette activité, ne pouvait pas se contenir suite à cette initiative. Je suis vraiment ravi puisque je suis de Mombunda. Alors, par rapport à cette initiation, vraiment,
je suis satisfait pour aider notre famille, notre foyer, nos frères qui souffrent, qui n'ont pas la possibilité, qui manquent de moyens d'aller à l'hôpital. Mais nous, comme nous sommes des associations les Idiofa, alors nous sommes là pour aider nos frères et nos sœurs. On a étudié pour aider notre population. Au finish, le vice-président Boslin Swal appelle tous les Mbounes de partout dans le monde à adhérer massivement à l'ASBEL afin de porter haut la communauté. En société, à présent, le bourgmestre adjoint de la commune de Selembao, maître Claudian Moinabawa, a effectué une descente au quartier Mbala dans sa juridiction le samedi dernier pour faire la lumière sur les conflits qui divisent ses administrés quartiers suite à une érosion où un notable a fait construire des barrières sans une autorisation au préalable. Roskindela et Deo Chilombo. La population du quartier Mbala dans la commune de Selembao a fait appel aux autorités compétentes pour résoudre les problèmes des érosions dans ces coins de la commune qui devient pour eux une casse-tête. Les avenues abandonnées, les rues transformées en quigé des jeunes communément appelés Kuluna. Les habitants du quartier Mbala sur l'avenue Malula, eux de leur côté, encouragent l'initiative d'un volontaire qui s'est lancé à combattre l'érosion par ses propres moyens et ils interpellent les notables du quartier d'avoir un grand cœur et à rester solidaire à Thierry Kieye qui est accusé injustement et à tort auprès des autorités municipales. C'est dans ces cadres que le bourgmestre adjoint maître Claudian Moinabawa a effectué cette descente le samedi dernier pour calmer les esprits surchauffés, ce qui a fait réagir le riverain. Vraiment, cette érosion, ça fait longtemps vraiment que nous souffrons aux œuvres, mais malgré des conflits entre nous, pour moins de réhabiliter cette avenue. Vraiment, on demande le soutien de la République aux moyens pour la population. Vraiment, nous souffrons convenablement. De son côté, Thierry Kieye, incriminé, a donné sa version à l'autorité municipale. Nous nous sentons délaissés par notre gouvernement par rapport à toutes les promesses qu'ils nous ont faites. Nous sommes vraiment dans la merde. Ce que j'ai fait, c'était juste pour éviter. J'ai eu l'autorisation par les bourgmestres. La copie même se trouve dans le bureau du quartier. J'ai déjà reçu une autorisation. C'était juste un malentendu. Quelques notables n'étaient pas informés. C'est pour cela qu'ils se sont mis en colère, mais il n'y a pas de problème. Ce sont nos papas, nos vieux, donc on va s'asseoir ensemble pour en parler et trouver une solution. Le bourgmestre a été saisi par les notables du quartier qui avait dénoncé une construction d'un mur qui avait coupé l'avenue Malula en deux. Et le bourgmestre, en tant que responsable, il avait bien voulu descendre pour se rendre compte de la situation qui se passe. Effectivement, le bourgmestre a constaté, il a trouvé le mur construit en dur. Il a essayé un peu de voir quelles sont les conséquences qui pourraient surgir par rapport à cette construction. La population a défendu celui qu'elle qualifie de sauveur parce que grâce à ses efforts, plusieurs parcelles ont pu être sauvées de ces érosions. Et en dehors de nos frontières, la tension redescend légèrement au Sénégal où des affrontements meurtriers ont fait 16 morts depuis jeudi et la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko. Des heurts ont été signalés samedi dans la banlieue de Dakar, mais plusieurs quartiers qui avaient connu des accès de violence jeudi et vendredi dans la capitale sont restés calmes. Le ministre de l'Intérieur soulignant une baisse d'intensité des manifestations. Suivez. La vie reprend progressivement son cours normal au Sénégal après le heurt que le pays a connu la semaine dernière suite à la condamnation à 2 ans de prison de l'opposant Ousmane Sonko. Les embouteillages sont des retours sur les artères de Dakar alors que les commerces sont rouverts, mais les manifestations qui ont fait environ 16 morts sont encore dans tous les esprits. Les Sénégalais craignent un retour à la case départ. Nous espérons que les manifestations vont s'arrêter pour que les activités reprennent. Nous avons la Tabaski dans moins d'1 mois et beaucoup d'autres événements à préparer, mais rien n'avance. Je souhaite que les choses reviennent à la normale pour que nous puissions faire face à nos besoins. Aujourd'hui, tout est calme. C'est pourquoi je suis sorti travailler, même si c'est un calme précaire parce que les gens ont encore peur et craignent que les manifestations reprennent.
Nous vivons des moments difficiles, nous vivons au jour le jour, donc passer des jours sans travailler, c'est un vrai problème, car notre commerce est à l'arrêt, la circulation des personnes est paralysée et nous ne pouvons plus gagner un revenu journalier. Le secteur informel est notre gagne-pain, mais il est le plus touché. En 2023, le Sénégal a atteint une croissance de 9 à 10%, mais des inconnus nourrissent l'incertitude dans le pays. L'inéligibilité d'Ousmane Sonko et une candidature éventuelle de Macky Sall à la présidentielle. Avant de refermer ce journal, mesdames et messieurs, suivez donc le rappel des titres. Après une journée de grève observée le lundi 5 juin dans la ville de Kinshasa, les chauffeurs des taxis et taxibus ont enfin décidé de lever leur grève et de reprendre leur travail. L'annonce a été faite ce matin par Jean Moutombo, vice-président de l'Association des chauffeurs du Congo, ASECO, une décision prise à l'issue de la rencontre avec le vice-premier ministre de l'Intérieur. Le sous-secrétaire des Nations Unies chargé des opérations de maintien de paix, Jean-Pierre Lacroix, s'est félicité de la collaboration entre l'administration militaire et la MONUSCO dans la conduite des opérations de stabilisation ainsi que la restauration de la paix dans une approche globale. C'est ce qu'il a dit à la presse à l'issue d'une entrevue qu'il a eue avec le gouverneur militaire de l'Ituri. Enfin, la situation est revenue à la normale au Sénégal après les violences qui ont suivi la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Le bilan fait état de 16 morts et de plus de 300 blessés. Le calme est précaire et la population craint de nouveaux débordements. Et voilà, c'était tout pour l'essentiel de l'information de ce mardi 6 juin 2023. Retrouvez Bijou Lumuna demain à 19h pour la grande édition du journal sur Mondico Télévision. Au revoir.